On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais la mienne est venue avec une portion de larmes gelées et un plat principal de fureur pure et calculée. Je n'aurais jamais cru être le genre de personne à orchestrer la chute de quelqu'un avec une précision militaire. Mais là encore, je n'aurais jamais pensé que mon propre père me jetterait dehors dans une tempête de neige à Paris le jour de mes 18 ans. Pourtant, me voilà. Clara Dubois, autrefois la fille invisible, maintenant l'architecte de la destruction familiale la plus spectaculaire que ce côté de la Seine ait jamais connue. Ma mère, Caroline, est décédée quand j'avais 16 ans. Le cancer l'a emportée lentement, et pendant ces derniers mois, elle a tenu ma main avec des doigts qui s'amincissaient chaque jour et a murmuré des promesses que tout irait bien, que papa prendrait soin de moi, que notre chaîne de restaurants familiaux serait toujours mon filet de sécurité. Papa a épousé Brenda exactement 11 mois après les funérailles de maman. 11 mois. Brenda est venue avec un bagage sous la forme de Tiffany, sa fille de 17 ans qui avait perfectionné l'art de paraître angélique tout en étant absolument vicieuse. Là où j'étais calme et studieuse, Tiffany était bruyante et exigeante. Là où j'aidais en cuisine et ne demandais rien, Tiffany faisait des caprices jusqu'à obtenir tout. Les changements ont commencé petit à petit. Les photos de famille ont disparu des murs, remplacées par des œuvres d'art génériques d'hôtel. Les livres de recettes de maman ont disparu de la cuisine. Son jardin a été arraché pour un aménagement paysager coûteux. Chaque effacement de la présence de ma mère était comme une petite mort. Mais je n'ai rien dit. J'avais promis à maman d'être patiente. Quand Brenda a suggéré que je trouve un emploi pour apprendre les responsabilités, je n'ai pas protesté. J'ai commencé à travailler dans un café, économisant chaque sou parce que quelque chose au fond de moi me disait que j'en aurais besoin un jour. Quand elle a convaincu papa de rénover la chambre d'amis où je gardais les affaires de maman, j'ai tranquillement tout déménagé au sous-sol. Mais le vrai poison, c'est la façon dont elle a travaillé sur papa. Lentement, systématiquement, elle l'a convaincu que j'étais ingrate, que j'abusais de sa générosité, que j'avais besoin d'une main de fer pour devenir une adulte responsable. Richard, ne penses-tu pas que Clara devrait contribuer davantage aux dépenses du foyer, disait-elle en arrangeant des fleurs fraîches qui coûtaient plus que mes revenus mensuels du café. La manipulation financière a commencé progressivement. Papa avait toujours géré le fonds fiduciaire de maman et mon compte universitaire, mais soudain, il y a eu des complications. Brenda devait être ajoutée pour des raisons fiscales. L'entreprise de restauration nécessitait une restructuration. J'avais 18 ans et j'étais naïve, faisant confiance à mon père pour mon bien. J'aurais dû prêter attention à la façon dont les yeux de Brenda s'illuminaient quand elle parlait du précieux bien immobilier du restaurant. J'aurais dû me demander pourquoi Tiffany avait soudain une toute nouvelle Audi alors que papa prétendait que l'argent était serré. Mais j'étais toujours cette fille qui croyait en la loyauté familiale. La nuit qui a tout changé fut le 15 décembre. Je suis rentrée à la maison après mon service au café, secouant la neige de mon manteau, pour trouver Brenda en train de fourrer mes vêtements dans des sacs poubelles noirs, non pas en les pliant soigneusement, mais en les entassant comme de véritables ordures. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Brenda a levé les yeux avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, bien. Tu es rentrée. Nous devons parler. » Papa était assis dans son fauteuil, fixant ses mains, refusant de croiser mon regard. Clara, la voix de Brenda a pris ce ton mielleux. Richard et moi avons discuté de ton avenir. Tu as 18 ans maintenant, légalement majeur, et il est temps pour toi d'apprendre l'indépendance. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais je savais déjà. Cette maison n'est pas un hôtel pour les pique-assiettes, a-t-elle continué. Les gâteries de ta mère sont terminées. Il est temps pour toi de découvrir le monde réel. Je me suis tournée vers papa, désespérée. Papa, tu vas vraiment la laisser me jeter dehors sous une tempête de neige ? Il a finalement levé les yeux, et ce que j'ai vu a brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas de l'amour ou de l'inquiétude. C'était de l'inconvénient. J'étais devenue un inconvénient pour lui. Clara, Brenda a raison. Tu dois apprendre à te débrouiller seule. Ta mère t'a trop protégée. Trop protégée ? J'ai senti quelque chose de chaud monter dans ma poitrine. Maman m'aimait. Il y a une différence. Le masque de Brenda a glissé un instant. Ta mère est morte, Clara.
Et son petit fantasme de princesse est mort avec elle. C'est la maison de Richard maintenant, et je n'aurai pas une femme adulte qui agit comme une enfant gâtée sous mon toit. C'est alors qu'elle l'a fait. Elle a fouillé dans un sac poubelle et a sorti la boîte à bijoux de ma mère, la petite boîte en bois avec la ballerine. Sans rompre le contact visuel, Brenda l'a ouverte et a vidé le contenu sur la table basse. Les perles de maman, son alliance, tout éparpillé comme des bibelots sans valeur. Ces babioles auraient dû être vendues il y a des années, a dit Brenda, ramassant l'alliance de maman. Richard, nous pourrions obtenir une bonne somme pour ce diamant. J'ai bondi en avant, mais Brenda a tenu l'anneau en hauteur. Ceux-ci appartiennent maintenant à la succession. Richard est l'exécuteur. Papa a hoché la tête misérablement. Clara, sois raisonnable. Ces choses ne sont que des objets. Maman voudrait que je les aie, ai-je crié maintenant. Elle l'a promis. Ta mère a promis beaucoup de choses qu'elle n'a pas pu tenir, a dit Brenda d'une voix douce. Mais les promesses ne paient pas les factures. Maintenant, tu as 5 minutes pour prendre ce que tu peux porter et partir. 5 minutes? Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, Brenda se dirigeait déjà vers la porte. Richard, aide-la avec les sacs. Quand j'ai essayé d'accéder à mon compte d'épargne le lendemain, j'ai découvert la vérité. Le compte qui était censé contenir près de 50 000 € avait été vidé. Chaque sou avait été transféré à la SARL Gestion Familiale du Bois, qui n'était que le fonds de dépenses personnelles de Brenda. Cette première nuit, je me suis assise dans ma voiture sur le parking d'un restaurant, regardant la neige s'accumuler sur mon pare-brise. J'avais 17 € dans mon portefeuille, un quart de réservoir d'essence, et un sac poubelle plein de vêtements. La voiture elle-même, la Peugeot 307 de 2003 de maman, était la seule chose de valeur qui me restait. Les 3 semaines suivantes furent les plus longues de ma vie. J'ai appris quelle station-service avait les salles de bain les plus propres pour me laver, quel fast-food vous laissait vous asseoir pendant des heures avec juste une tasse de café, quel parking était sûr pour dormir. J'ai continué à travailler au café, me présentant chaque jour avec un sourire plaqué sur mon visage. Le froid était brutal. Je faisais tourner le chauffage jusqu'à ce que j'aie peu d'essence, puis je m'asseyais, enveloppé dans tous les vêtements que je possédais, grelottant jusqu'à m'endormir d'épuisement. Certains matins, je me réveillais avec du givre à l'intérieur des fenêtres. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était l'effacement complet de mon existence. J'ai roulé une fois devant la maison et j'ai vu Brenda et Tiffany charger des sacs des Galeries Lafayette dans l'Audi de Tiffany. Elles riaient. À travers la fenêtre, je pouvais voir qu'elles avaient déjà redécoré. Tout ce qui avait été à moi, tout ce qui avait été à maman avait disparu. C'est alors que j'ai vu la publication Instagram de Tiffany depuis Courchevel. Équipement de ski de créateur, champagne, suite de luxe. La légende, la famille et tout. Si béni. Famille à bord béni. J'ai regardé ce post dans ma voiture gelée et quelque chose a changé en moi. Elles ne vivaient pas seulement leur meilleure vie pendant que je souffrais. Elles célébraient publiquement mon absence. Elles m'avaient effacé si complètement qu'elles pouvaient poster des messages sur le fait d'être une famille parfaite. Le 23 décembre, je suis tombée malade. Vraiment malade. Fièvre, frissons, épuisement. J'ai dû m'évanouir car la prochaine chose dont je me souviens, ce sont de grands coups frappés à la fenêtre de ma voiture et mon grand-père, Jean-Pierre Moreau, debout dans la neige, l'air furieux et inquiet. Clara, bon sang, qu'est-ce que tu fiches ici? Papy Jean-Pierre était un ouvrier du bâtiment à la retraite de 70 ans. Robuste et terrax en grave terre, il n'avait jamais aimé Brenda. Il m'a pratiquement porté jusqu'à son pick-up et m'a emmené dans sa petite maison dans le 19e arrondissement. Comment m'as-tu trouvé, ai-je demandé entre 2 claquements de dents. Cette sorcière menteuse a dit à tout le monde que tu voyageais. Mais je connais ma petite fille. Je te cherche depuis une semaine. Pendant que je me remettais de la grippe, Jean-Pierre m'a révélé ce qu'il avait découvert. Il était allé à mon ancienne maison sous prétexte de livrer des sablés de Noël. Brenda avait été tout sourire, lui disant à quel point ils étaient inquiets pour moi, comment j'étais partie sans explication. Mais ton père n'a même pas pu me regarder dans les yeux. Et cette belle fille a laissé échapper quelque chose sur le fait d'avoir enfin récupéré la chambre de ta mère.
Brenda avait transformé la salle de couture de ma mère en dressing. Nous allons arranger ça, m'a dit Jean-Pierre, ta mère ne t'a pas élevée pour être la victime de quiconque, et elle n'a certainement pas tout sacrifié pour que tu te retrouves sans abri pendant que cette croqueuse de diamants vit de ton héritage. C'est alors que Jean-Pierre a révélé le secret de maman. Caché dans son ancienne boîte à recettes, il y avait une petite clé et un mot, pour Clara, quand elle sera prête à se battre. La clé a ouvert un coffre-fort en centre-ville contenant un trésor que maman avait laissé derrière elle. Il y avait son vrai testament, dûment notarié, me léguant la participation majoritaire dans la chaîne du Bois Grill et un fonds fiduciaire substantiel. Il y avait aussi un vieux téléphone portable contenant des messages vocaux que maman avait enregistrés, exprimant des inquiétudes quant à l'influence de Brenda sur papa. Le plus accablant était un dossier de documents financiers que Madame Leroy, la comptable de longue date du restaurant, avait compilé à la demande de maman. Madame Leroy avait tout documenté, attendant que j'aie 18 ans et que je la contacte. Elle a commencé à voler avant même que ta mère ne soit enterrée, m'a dit Madame Leroy lorsque nous nous sommes rencontrés dans un café. J'ai suivi chaque transaction, chaque signature falsifiée. Ta mère la soupçonnait dès le début et m'a demandé de tenir des registres parallèles. Les documents montraient des centaines de milliers d'euros volés des comptes de l'entreprise vers les fonds personnels de Brenda. Ce n'était pas seulement mon fonds universitaire. Brenda avait traité l'entreprise comme son distributeur automatique personnel tout en réduisant les avantages sociaux des employés. Que faisons-nous ? Ai-je demandé. Le sourire de Madame Leroy était prédateur. Nous allons les faire tomber légalement, minutieusement et très publiquement. Ta mère a laissé des instructions très précises. Mais d'abord, je devais décider si j'étais prête à devenir quelqu'un qui pourrait exécuter un tel plan. La Clara qui avait été jetée dehors était douce et confiante. La Clara qui étudiait les preuves de la trahison était quelqu'un de différent, quelqu'un de plus dur. Je veux qu'elle paie, ai-je dit doucement. Je veux qu'elle perde tout. Pendant que le processus légal commençait, Brenda a essayé de me saboter à nouveau. Quand j'ai postulé pour un appartement, le propriétaire a soudainement dit qu'il n'était pas disponible. Quand j'ai demandé un emploi à la banque, ils ont choisi quelqu'un d'autre après m'avoir initialement offert le poste. La confrontation a eu lieu au Dubois Grill pendant le coup de feu du déjeuner. Je suis entrée dans le restaurant où maman m'avait appris à faire des croûtes à tarte et j'ai trouvé Brenda en train de faire la cour à ses amis de la haute société. Elle m'a vue arriver et a affiché son faux sourire. Clara, quelle surprise! Mesdames, voici la fille de Richard qui voyageait pour se trouver. Je me suis arrêtée à leur table et j'ai parlé clairement. Bonjour, Brenda. Je n'ai pas voyagé. J'étais sans abri parce que vous m'avez jetée dehors sous une tempête de neige. Mais je suis de retour maintenant, et je pense que Paris devrait savoir quel genre de personne vous êtes vraiment. Le silence était assourdissant. Je voulais aussi vous faire savoir que les avocats vont bientôt remettre des documents. Il s'avère que vous ne pouvez pas voler l'héritage d'une femme morte aussi facilement que vous le pensiez. Ma mère était plus intelligente que vous ne le pensiez. Je suis sortie, laissant Brenda balbutier et ses amis chuchoter furieusement. Les documents légaux ont été signifiés la semaine suivante. Papa a appelé quelques heures plus tard, paniqué et en colère. Clara, qu'est-ce que tu crois faire ? Tu es en train de déchirer cette famille. Ce n'est pas moi qui l'ai déchirée. Je nettoie le désordre que vous et votre femme avez fait. Le tournant est survenu lorsque Brenda a accepté un prix lors d'un gala de bienfaisance. Le musée du Louvre de Paris l'honorait en tant que philanthrope de l'année pour son travail caritatif financé par de l'argent volé au fonds de pension des employés. Madame Leroy a suggéré que nous utilisions le gala comme notre scène. Ta mère a toujours dit que la honte publique était la seule chose que Brenda craignait vraiment. Elle a construit son identité autour du fait d'être la femme de la haute société parisienne parfaite. Enlevez-lui cela et vous lui enlevez tout. Le soir du gala, je suis arrivée vêtue de la robe de soirée noire de maman. J'ai regardé de l'arrière pendant que Brenda prononçait son discours de remerciement sur les valeurs familiales et le soutien à la prochaine génération. La famille est tout, a dit Brenda au microphone. Nous devons protéger et élever nos enfants, les guider à travers les moments difficiles et leur montrer ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est alors que j'ai fait mon coup.
À mon signal, l'écran montrant le travail caritatif de Brenda a basculé vers une présentation différente. La première diapositive était simple. Une photo de moi 3 semaines après avoir été jetée dehors, assise dans ma voiture gelée, ressemblant exactement à ce que j'étais, une adolescente sans abri. Mesdames et messieurs, ma voix a retenti alors que je me dirigeais vers la scène. J'aimerais vous parler des valeurs familiales. Je suis Clara Dubois, et je suis la fille que cette femme a jetée dehors sous une tempête de neige le jour de mes 18 ans. La pièce a éclaté en halètements alors que diapositive après diapositive de preuves apparaissaient sur les écrans autour de nous. Le faux testament, le vrai testament, les registres financiers montrant l'argent volé. Et enfin, la voix enregistrée de maman. Faible de maladie, mais claire dans son intention. Je suis inquiète du jugement de Richard concernant Brenda. J'ai pris des dispositions pour protéger Clara si mes pires craintes se réalisent. Ma fille est plus forte qu'elle ne le sait, et je prie pour qu'elle n'ait jamais à le prouver. Le silence qui a suivi était absolu. Puis le commissaire Martin est entré avec 2 agents. Brenda Dubois et Richard Dubois. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et faux. Brenda a essayé de s'enfuir, mais les agents l'ont rattrapée. Papa a juste mis sa tête dans ses mains alors que les menottes claquaient. Les suites judiciaires ont été rapides grâce au registre de Madame Leroy et aux preuves de maman. L'accusation avait un dossier en béton. Brenda a écopé de 5 ans pour grand vol. Papa a écopé de 2 ans et a été contraint de faire une restitution complète. Tiffany, qui était mineure pendant la majeure partie de la fraude, a évité les accusations, mais s'est retrouvée à travailler à un comptoir de cosmétiques dans un centre commercial. Mais la vraie victoire n'était pas les peines de prison. C'était ce que j'ai construit à partir des cendres. J'ai rebaptisé le restaurant phare, chez Caroline, et j'ai travaillé avec le personnel pour restaurer les recettes et l'ambiance de maman. J'ai créé une fondation pour les jeunes sans-abri, en particulier ceux rejetés par leur famille. Je me suis assuré que chaque employé avait de bons avantages sociaux et des salaires équitables. Plus important encore, j'ai appris que j'étais plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. La fille effrayée jetée dans la neige avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de loyauté et d'amour et de choisir d'être là les uns pour les autres. 1 an plus tard, je me tenais chez Caroline pendant le coup de feu du dîner, regardant les familles partager des repas et des rires. La neige tombait dehors, de gros flocons qui me rappelaient cette nuit terrible où ma vieille vie avait pris fin. Mais au lieu de me sentir froide et perdue, je me sentais chaude et complète. J'avais appris la leçon la plus difficile. Parfois, les gens qui sont censés vous aimer vous laisseront tomber complètement. Et parfois, la seule famille sur laquelle vous pouvez compter est celle que vous construisez vous-même. Et parfois, la meilleure vengeance est de vivre si bien que la trahison de votre ennemi devient le plus beau cadeau qu'il vous ait jamais fait. Il pensait qu'il me détruisait, mais il me libérait. Et cette liberté valait plus que tout héritage qu'ils auraient pu essayer de voler.